Elle lui masque la réalité, et je ne sais s'il a peur de tomber au fond de l'imagination jusqu'à devenir soi-même un être imaginaire, ou s'il craint de se choquer au réel. Jean Genet, Miracle de la Rose. Il y a ceux qui condamnent ses fantasmes, ceux qui n'aiment pas ses livres, ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui le trouvent trop vieux, et il y a toi, payé pour t'entendre avec lui. Il habitait un château du XVIIe siècle, affichait les appétits de l'ogre, portait la barbe et vivait avec une enfant de 70 ans. Plus que du roman, son environnement était celui d'un conte inquiétant. Sans relâche, il s'évertuait à y injecter la dose de rationalité nécessaire à la marche de la pensée. Dès la première rencontre, il se tenait prêt pour la visite du domaine. Les vastes bois, la serre, la statue de jeune fille posée dans le parc, le calme ordonnancement des pièces du château. Chacun des détails offerts à la vue s'y imprimait, comme un instantané, incongru. De ce monde lisse jaillissait une énergie fantasque. Il se lève. « Vous savez, il y a des choses sous le lit. Vous pourriez peut-être y jeter un œil. Attention au tapis, il est fragile. N'abîmez pas le dessus de lit. Regardez les cartons. Mettez-vous à quatre pattes. Ça sera plus facile. » Il te fait ramper, te faufiler tout au fond de la grotte à trésors d'où tu exhumes des caisses de vin. Elles sont pleines d'enveloppes. Certaines renferment des manuscrits. Son insertion dans le concret lui coûtait une énergie considérable. Intarissable sur les arts plastiques, la nourriture, la musique, les plantes, l'étymologie ou encore le vin, il s'agitait en tous sens pour jouir de la vie. Une facétie persistante le faisait déployer maintes provocations érotiques, de la chatouille à l'ancienne, au récit pornographique circonstancié. Il alternait comportements infantiles et assauts d'intelligence formelle, tirant la langue au milieu d'un problème mathématique ou d'une déclinaison latine. S'il n'était pas facile, le grand écrivain était un bon client qui, VRP remarquable de sa production, affichait enthousiasme, pédagogie et patience dans ses rencontres avec le public. Cet appétit d'échange formait le contrepoint dissonant d'une esthétique de combat, à l'issue duquel le lecteur vaincu finissait toujours en regardeur transi. Son écriture opaque, sans bienveillance aucune et purgeant des fantasmes puissamment transgressifs, en avait découragé plus d'un. Le contraste formé par sa littérature autiste et son comportement de joyeux drigne était inconfortable. Qui n'était pas littérature ni cinéma. Le grand écrivain avait fait ployer ces deux matériaux sous le feu d'une même distorsion narrative. Il nourrissait un attachement sentimental à sa seconde activité, qu'il défendait et protégeait plus que la première, dans laquelle il se savait grand. Le plus souvent, dans ce cinéma du ventre de Paris, les spectateurs mangent sucrés, alanguis et bercés par ce qui se joue. On y projette son dernier film. Vite, le malaise prend corps, personne n'y comprend rien. Tu crois voir des phylactères glacés pendre au plafond. De quoi ça parle? Mais qu'est-ce que ça dit? Qui fait quoi? C'est où? Elle est morte ou vivante? La légère hésitation avant les applaudissements, elle, dit tout. Il s'avance, minuscule vu d'en haut, protégé par une garde d'actrices amazones, longues et belles. Personne ne l'entend, il lui faut un micro, il est courbé. Il marche avec peine, et tu crains de déchiffrer, dans les bulles gambadant sur les têtes, quelque chose comme de la compassion, comme un plan d'aide aux vieillards, fût-il indigne. Aucune question, bien sûr. Ton fauteuil t'avale, tu veux disparaître. Mais il se redresse, gaillard. C'est pas grave, je parle quand même. Et il leur sert la même chose qu'il y a 50 ans, la même chose, au mot près, et surtout la même énergie qui tord les pensées, dissout les stalactites à distance, terrasse les esprits par une séduction massive. Les gens voient quelque chose et croient que c'est lui. Ils rient, ils l'applaudissent, sincères dans leur enthousiasme. Enfin, ils ont leur dose d'intelligence compréhensible. Classer ses livres en décennies artificielles, en genres successifs, en dégager des périodes, ça peut aider à lire.
Ça canalise, puis immobilise le flux d'une création heurtée et urticante. Il commence fort. C'est une entreprise expérimentale qui abat, avec une violence comptée, la linéarité et tue jusqu'à l'idée de personnage. La trilogie des livres sans centre forme pour toujours le cœur absolu et glacial d'un combat sans adversaire sinon son propre vide. Après, c'est plus ludique, c'est plus érotique aussi, dans le genre exercice de style, subversion des codes, comme un retour au curieux premier soit deuxième livre, réduit par l'appareil scolaire à sa dérivation parodique. Peut-être est-ce lié à l'accélération de sa vie, à la diversification de ses activités, des formes explorées, des artistes rencontrés, ce choix d'un combat plus aisé, d'une libido sans complexe, d'un exercice moins problématique de la littérature. La suite ménage une surprise générale. Hop, il parle de lui, il se raconte, il fait une grande grimace à ceux qui l'ont pourtant suivi, bien des fois, sur les sentiers ardus balisés par son livre théorique, la Bible de toute une génération. Il les enrobe de sentiments et d'anecdotes, il va jusqu'à être lyrique, c'est à n'y rien comprendre. La vieille avant-garde vient de rajeunir sa clientèle. Ça réjouit les nouveaux de la bande. Dans le silence du château, seule une horloge, le crépitement du feu et sa voix résonnent. Il sert du vin jaune, c'est tout un rituel. À peine a-t-il formulé ses explications que tu les oublies. Ça le désole, ton peu de mémoire. L'exceptionnelle acuité de la sienne le comble. Hé, tu te souviens des déclinaisons ? Quoi ? Tu n'as pas fait de grec ? Il sature ton cerveau d'informations et ton estomac de la nourriture qu'il aime. Copa, œufs de poisson rouge et noir, saucisses cuisinées par lui, pommes de terre à la cocotte, fromage. Il chante les louanges de la marque Reflet de France, leur charcuterie, leur camembert, leurs biscuits sucrés, leur rapport qualité-prix. Il porte son soupul vert ou bien le soupul noir que, coquet, il avait préféré à l'autre quand dedans tu l'avais trouvé beau. Prends donc un cigare, on a le choix pour les cigares, le mieux c'est quand même le cubain, il y a aussi le belge. Mais ne me dis pas que tu ne fumes pas le cigare, tu n'as donc aucun vice ? Quel ennui tout de même. De ces caisses de vin, c'est pour toi la plus précieuse. Elle contient les lettres de son éditeur, et les siennes, quand il en a gardé le double. Au regard de son poids dans l'histoire de tous les autres, de la foule d'écrivains qui leur doivent à ces deux-là, c'est un trésor sans nom. Au début, les deux hommes sont jeunes. Lui a la trentaine, l'éditeur est plus jeune encore. Il lui raconte ses vacances, il fait des jeux de mots, lui parle de sa bicyclette, de la santé précaire de la maison d'édition. Parfois, ils disent du mal des autres, sous forme de blague. Du fond de leur caisse, les parents, qui l'appellent par son prénom, parlent de l'éditeur comme d'un membre de la famille. Ils forment un binôme étrange, l'un ignorant la loi, l'autre l'incarnant. Ils ont une amitié à vivre et la littérature à renverser. Sa préface est prête que tu dois taper. C'est le dernier à écrire à la main. Tu déchiffres son écriture régulière sans difficulté. Il t'appelle. Fais bien attention, n'oublie aucun mot. Il change sans cesse la dernière phrase. Te demande ton avis, tu es bien embêté, c'est lui l'écrivain. Toi, tu aimes les deux dernières versions. Ah, tu ne me sers à rien, lis un peu, voire, lis à voix haute. Tu lis au téléphone, la toute dernière. Quelle belle phrase. J'ai de l'avenir. À sa mort, tu trembles pour elle, qui perd ses points cardinaux, 50 ans de sa vie. Tu crains qu'elle vacille, que les morceaux d'elle se défacent et s'éparpillent, privés du centre qui les aimantait, elle, si petite et si frêle et si drôle, quand elle s'exclame en plein enterrement. Tout de même, cette musique, qu'est-ce que c'est lacrymal, quand elle sort sa fiole de whisky, jamais tu ne la vis boire, pour tenir le coup. Et quand tu comprends, malgré sa peine immense, malgré la satellisation subite de sa vie à elle, qu'elle a gagné sa partie il y a fort longtemps, grâce à lui peut-être, grâce à lui aussi, mais que celui qui ne pouvait vivre sans l'autre, c'était lui.